Bonsoir tout le monde. Il me semble que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce petit jingle de début de webinaire. Bienvenue tout le monde à ce webinaire de la KEP du 1er avril. Et ce n'est pas un poisson, mesdames et messieurs. Et je pense que nos invités n'en feront pas non plus. Là. Ça ne serait peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être me le dire. Si vous décidez de ne pas vous présenter, là, faites-moi signe. Hein? Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Mon nom est Pierre Gagnon de ludoka.ca. Petite annonce en passant, il y a le Salon de l'apprentissage qui sera à Montréal les 12 et 13 avril. Je serai au kiosque 501. Venez me voir, faire un tour. Et j'anime aussi deux conférences. La première, le passage primaire-secondaire qui s'adresse beaucoup plus aux parents. Et la deuxième, comment ne pas décrocher de la profession, qui s'adresse pas mal à tous les profs qui sont sur le bord de la porte ou qui pensent être sur le bord de la porte ou qui sont un peu découragés de ce qu'ils entendent. Donc, les nouveaux profs, ceux et celles qui sont encore sur les bancs de l'école. Alors, je vais vous accueillir. Alors, moi, ce que je fais dans cette conférence-là, je vous demande pourquoi vous êtes en enseignement. Puis moi, je vais vous dire pourquoi vous allez vouloir partir. Parce que je l'ai vécu. J'ai voulu partir à plusieurs reprises et je vais aussi vous donner des solutions justement pour ne pas partir. Parce que savez-vous quoi? On a besoin de vous et vous devez rester avec nous. Alors, ça faisait comment? Oui, papa, on a besoin de vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette annonce-là dans le temps et si vous voulez que ça ne me rajeunit pas. Alors, écoutez, sans tarder, ce soir, nous accueillons, on les a rencontrés à tous nos webinaires. Il était là à toutes les webinaires. Oui, ça ne sera pas long. Je vais je vais remettre mes lettres en ordre, puis ça va sortir mieux. Alloprof était là avec nous dans tous les webinaires. Et ce soir, ben, ça ne fait pas exception. Et on accueille Elia tout de suite après ceci. Elia, bonsoir, ça va bien? Ça va bien et toi, Pierre? En ce poisson d'avril? Oui, puis je viens de me rendre compte, écoute, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma collègue de la KEP. Nathalie! Elle est où? J'étais dans le feu de Oui, papa, et là, je l'accueille immédiatement. On va te mettre sur pause 30 secondes, Elia. J'accueille Nathalie Picard. Hey, Nathalie, écoute, non, tu peux, si on est en live. Faire, hein? C'est ça, hein? Tape-moi sur les doigts, s'il te plaît. Tu as le droit. Bonsoir, Nathalie, ça va bien? Allô, ça va bien, toi? Oui, toutes mes excuses. J'étais comme trop excité de recommencer les webinaires. Et mais voilà. oui, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Hey, Nathalie, il y a beaucoup de choses qui se passent à la KEP. Là. Le colloque, vous commencez déjà à recueillir les ateliers. Exactement. Alors, pour le congrès qui aura lieu au Centre Expo de Drummondville cette année, nouvel endroit. Donc, les ateliers, là, si vous avez des soumissions d'ateliers à faire, venir nous partager ce que vous faites en classe, vos projets gagnants, ou juste vouloir transmettre quelque chose, allez-y. Sur notre site web, il y a un petit formulaire à remplir. N'hésitez pas. On accueille toutes les idées. On veut voir des choses innovantes, c'est sûr. Hein? C'est d'ailleurs notre thème cette année. Alors, voilà, allez visiter ça, il n'y a pas de souci. Puis, on va être au salon de l'apprentissage, nous aussi. Oh, il y a eu un petit délai il y a eu un petit délai, là. Mais vas-y, je pense que c'est bon, là. C'est un signe qu'il faut que... On va être au salon de l'apprentissage aussi pour les 11 et 12 avril. Fait que venez faire un tour, venez nous voir à notre kiosque. On va probablement avoir pour vous des objets, peut-être quelque chose pour un réabonnement pour être membre. En tout cas, venez nous voir. Et j'en profite rapidement pour dire que la nouvelle revue Vive le primaire. Le focus. Ouais. Le focus. Bon, en tout cas, ouais. avec la petite fille, dossier spécial sur les fonctions exécutives. Vraiment intéressant. Une équipe de l'UQAR, une équipe de l'UQAM qui sont là-dessus. Comment soutenir les élèves dans le développement des fonctions exécutives. Quand les apprentissages sont difficiles, quelle stratégie privilégier? Ça va super bien avec le thème de ce soir. Il fallait consulter ça dans notre revue Vive le primaire. Et en passant, c'est une excellente revue. C'est incroyable la qualité des textes. Il y en a 4 par année lorsqu'on est membre. Oui. Et ça coûte pas vraiment cher être membre.
Non, non, tout à fait. C'est 30 par année seulement. C'est encore moins que ce que ça coûte de juste recevoir les revues. Exact. Puis, on a parfois, certaines années, on a un numéro spécial aussi. Fait que certaines années, c'est 5 éditions pour la revue. Ça vaut vraiment la peine. On peut aller chercher nos badges de développement professionnel. Fait que ça compte dans vos heures de développement. Être membre à la KEP aussi, il y a certains CSS qui le mettent dans le budget formation. Fait que ça pourrait être remboursé, le prix de l'adhésion. Fait que ça, vous pouvez vous renseigner dans les CSS. Ben voilà, ça fait mon tour pour ce soir. Nathalie, merci beaucoup. Et puis, donc, ce qu'on retient, c'est colloque et salon de l'apprentissage. Enlève ce mot-là. Congrès. Congrès. Ah oui, ça se dit plus. Mais colloque, ça se dit plus. Ben oui, mais c'est parce que nous, c'est un congrès, c'est plus. Ah, d'accord. Alors, vous, c'est un congrès. Think big. Ah, think big. Alors, on se voit au congrès. On en a aussi des colloques à plus petite échelle. Voilà. OK. Donc, alors, congrès. On se voit au congrès, Nathalie. Tout à fait. Parfait, à tantôt. Tout le monde, je vais être en ligne au bout de mon clavier. Si vous avez des questions, des commentaires, tout le monde, n'hésitez pas. Excellent, merci. Bye-bye. Et oui, elle a apporté un bon point. Elia, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions à poser à nos invités, vous pouvez le faire sur la page Facebook de la KEP. Et nous, on va voir vos commentaires, vos questions et on va pouvoir les poser à nos invités. Elia, c'est à ton tour. Bonsoir. Elia, premièrement, quelques minutes pour te présenter. Que fais-tu chez Alloprof? Qu'est-ce que je fais? Hey, je vais faire du pouce avec ce que mentionnait Nathalie et même toi-même, c'est-à-dire que je suis responsable de faire rayonner Alloprof auprès de nos différents publics, dont les fameux salons et congrès en éducation. Fait que c'est pas mal dans ma cour chez Alloprof. Alors, c'est clair qu'on va se voir au salon de l'apprentissage, d'ailleurs, si vous y allez. Vous avez toute une activité kiosque, vous, hein? Vous avez Oui, on a un espace conseil Alloprof, fait qu'en plus, on va avoir des intervenants, des orthopédagogues, des spécialistes qui vont être là pour répondre aux questions des parents en lien avec le parcours scolaire de leurs jeunes, mais en même temps, on va pouvoir même répondre à des questions de profs, de nouveaux profs, d'anciens profs qui voudraient avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui est disponible pour eux pour l'enseignement en classe. Fait qu'en fait, on présente cette année le salon de l'apprentissage en grande pompe. On va même avoir un code qui se déplace sur place. Fait que ça va être un gros party, je pense. Un gros party. Donc, c'est à pas manquer. Et en passant, l'accès au salon de l'apprentissage est totalement gratuit. Ouais. Un accès totalement gratuit. Et puis, pour les conférences, par exemple, il faut acheter sa passe VIP, donc pour une journée ou pour 2 jours. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, Elia, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Je vais tout de suite faire ton partage d'écran, si tu me permets. Mais oui, tu vas pouvoir nous présenter, je pense que même que je vais mettre en écran, en format plein écran pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Merveilleux. Bien, je vous présente la page des jeux. Pourquoi? Parce que avant l'intervention de Nathalie, on vous a présenté une courte vidéo promotionnelle sur la nouvelle fonction de Magimo. Magimo sort un nouveau monde pour le printemps. Il s'appelle le Jardin Enchanté, fait qu'on amène les élèves dans un univers un peu plus printanier. L'idée, c'est de créer un petit peu d'événements autour des jeux, puis de faire en sorte que les élèves ont envie de les redécouvrir un peu plus à chaque fois. Fait que si vous ne connaissiez pas notre jeu Magimo, il est ici dans notre plateforme, dans la section des jeux. Puis, à travers le jeu, vous allez voir qu'un nouveau monde est apparu il y a à peine quelques heures. Fait que ça vaut la peine d'aller l'explorer avec vos élèves. Ils vont être tout contents. Sinon, je pense, Pierre, je ne sais pas si tu as mentionné la thématique d'aujourd'hui. On aborde l'idée du travail d'équipe entre les enseignants, les orthopédagogues, le rôle de chacun dans la réussite des élèves qui auraient peut-être un peu plus de difficultés. Fait que je suis allée un petit peu chercher des outils qui se trouvent sur le site d'Alloprof qui pourraient bien vous accompagner, les profs. Fait que je vais aller vous montrer différentes sections. On va aller voir la section Alloprof enseignant pour vous les profs. On va aller plonger un petit peu dans la zone élève aussi, puis on va terminer avec des outils que vous pourriez recommander aux parents des élèves que vous accompagnez. Excellent, c'est parti. C'est parti.
Alors, un dossier que je voulais vous montrer se trouve dans la zone enseignant. Fait que si vous ne connaissiez pas déjà cette zone-ci, ben sachez que vous pouvez la repérer facilement en allant sur alloprof.qc.ca. Vous allez voir tout en haut, il y a un onglet élèves, il y a un onglet parents, il y a un onglet enseignants. Et ça existe depuis maintenant plus de 2 ans. C'est là pour vous accompagner les profs dans le parcours scolaire. Il y a des ressources pour enseigner, mais il y a aussi une section pour soutenir vos élèves et vous aider à soutenir les parents. Ce que je veux vous montrer, ben, c'est dans la section soutien aux élèves que ça se trouve, parce que c'est un peu ça, un peu le but de la rencontre aujourd'hui. Et c'est un tout nouveau dossier qui s'appelle Accompagner les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. C'est un dossier que l'équipe a travaillé vraiment avec cœur parce que ça comprend toutes sortes, c'est divisé en 3 volets. Donc, un dossier, ça comprend différents articles. Ça nous permet d'aller un peu plus en profondeur sur un thème. Et là, ben, on vient aborder les difficultés scolaires selon 3 aspects, c'est-à-dire l'aspect socio-affectif, le côté pédagogique et peut-être le côté un peu plus cognitif. On vient proposer ici des pistes pour aborder tout ça avec notre lunette de prof, que ce soit de travailler un peu le lien actif avec nos élèves, que ce soit de voir un petit peu est-ce qu'ils vivent du stress, de l'anxiété. On a même fouillé des recherches, donc on a vulgarisé les pratiques gagnantes pour motiver les élèves selon la recherche. Je vous le montre dans un instant. Mais sinon, ben voilà, vous avez quand même un petit aperçu de ce qui est à votre disposition pour les accompagner au niveau plus socio-affectif, au niveau de l'émotion, au niveau de l'interaction sociale. Puis au niveau pédagogique, ben, ce qu'on veut, c'est stimuler le sentiment de compétence. Puis là, ben, on vous donne des pistes un peu plus pratiques pour aborder les difficultés en lecture, les difficultés en écriture, en français. On le sait que les orthopédagogues, c'est votre cheval de bataille souvent parce qu'à partir de cette matière-là, tout découle par la suite. Fait que on l'aborde un peu plus en profondeur. On est même allé explorer des stratégies d'enseignement qui font leur preuve auprès des élèves avec difficulté, donc l'enseignement explicite, la différenciation pédagogique aussi, puis on vous donne des outils que vous pouvez mettre en place avec eux. Alors ça, c'est vraiment un gros dossier, Elia. C'est un gros dossier. dossier que vous avez fait là, oui. C'est un gros dossier, c'est sûr que ça demande un peu de lecture, ça demande, mais en même temps, ça devient un outil de référence si vous souhaitez avoir un petit peu un aperçu, en fait, de même ce qui va probablement être discuté à travers votre rencontre avec les spécialistes que vous avez amenés avec vous. Sinon, ben, je souhaitais aussi vous montrer un article qui fait partie du dossier. Et il s'appelle « Des pratiques gagnantes pour motiver les élèves selon la recherche ». Pourquoi? Bien parce que je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'un élève qui a vécu beaucoup d'échecs scolaires, à un moment donné, sa motivation va descendre, puis il n'aura même plus le goût de s'y mettre, puis il n'aura plus le goût de s'investir pantoute. C'est sûr qu'au primaire, on le voit un peu moins. Moi, personnellement, je parcours les... Non? OK, tu le vois déjà. Oui. Moi, en cinquième année, le mal est fait, là. En cinquième année, le mal est fait. Oui. Oui, bien, moi, je parcours aussi là, des régions que, des fois, avec les communautés autochtones, le décrochage y arrive. Enfin, donc c'est précieux, la motivation. Puis là, ben, on vous propose des pistes d'action, mais l'idée, c'est vraiment de motiver, de stimuler un petit peu le plaisir d'apprendre, que ça soit pas juste par forme de récompense, mais vraiment que ça soit une motivation intrinsèque. Fait qu'on souhaite aller voir un peu le sentiment de compétence, d'aller stimuler aussi le sentiment d'autonomie en donnant des choix à l'élève, le sentiment d'appartenance en stimulant le lien affectif. Puis, on vous donne toutes sortes de pistes. Tout ça, c'est comme plein d'hyperliens qui mènent vers des activités clés en main que vous pouvez faire avec vos élèves. Je pense vraiment les stations d'apprentissage, là, si vous avez envie de l'explorer, il y a énormément d'articles et toutes sortes d'activités clés en main si vous souhaitez aller faire des stations par matière en français, en mathématiques, sciences. Enfin, allez voir tout ça, c'est des petites pépites. Sinon, pour ce qui est de vos interventions... Ouais, tu voulais-tu dire quelque chose? Non. Vas-y. T'étais bien parti. Continue. Au niveau des... peut-être si on s'adresse davantage aux élèves.
Il y a un outil qui peut être intéressant si on souhaite leur présenter les différents intervenants qui se trouvent dans l'école. Ça peut être à proposer à certains moments de l'année, juste pour leur un bref rappel de tous ces gens-là qui gravitent puis autour d'eux puis qui sont là pour mieux les soutenir dans leur parcours. Puis, il faut leur rappeler aussi que ils ont toujours accès de notre côté, du côté d'Alloprof, à la section Poser une question, ou pour stimuler un peu leurs compétences, puis leur sentiment de réussite, et on va pouvoir répondre à leurs questions à travers cette zone-là gratuitement. Puis Et enfin, le côté, Elia, le côté aide aux devoirs existe toujours, là. Mais toujours, mais oui, ça c'est dans Oui, c'est ça. l'ADN des profs. Ben oui, absolument. Exact, parce qu'on parle depuis que vous êtes avec nous, on parle évidemment de toutes les ressources que vous avez et plus ça va, plus il y en a, évidemment, on en ajoute quasiment toutes les semaines. Mais il ne faut surtout pas oublier le pourquoi du quoi qu'AlloProf a été créé, je pense, à l'époque, c'était justement pour l'aide aux devoirs à tous les niveaux, dans presque toutes les matières, si ma mémoire est bonne. Ouais. Là, avant ça, on téléphonait. Oui, oui, oui. Mais là, en on a fait, pour la petite d'autres histoire, moyens, là. Oui. ben oui, mais pour la petite histoire, Alloprof a commencé il y a 29 ans. C'était tout d'abord une émission de télévision. Il y avait entre autres Martin Matt qui était un des animateurs. Et là, sur le plateau, il y avait des enseignants qui étaient là, ils répondaient aux questions des élèves en direct sur la télé. Puis, à un moment donné, l'émission a pris fin, puis il y a 2 personnes qui étaient complètement passionnées, mais qui voyaient aussi l'impact que ça avait sur les élèves. Ils voyaient à quel point les élèves, ils souhaitaient comprendre. Puis, ils se sont dit, là, c'est pas vrai, on va pas arrêter ça comme ça, on veut pas les abandonner. Et donc, c'est devenu le numéro de téléphone. Puis moi, j'étais de cette génération où je me suis promenée avec mon petit numéro de téléphone, mais j'étais beaucoup trop gênée pour appeler. Oui, Mais c'est maintenant, ça. ça se passe à un autre niveau. Maintenant, c'est sûr qu'il y a le téléphone, mais il y a surtout le clavardage qui est vraiment la façon privilégiée pour les élèves de poser leurs questions. Ils n'ont pas besoin de se dévoiler le visage puis de parler à un inconnu. Enfin, ils lui en reparlent, mais ils s'en rendent plus ou moins compte. Ça se passe à travers leur pseudonyme. Elia, est-ce que Ouais. l'arrivée des Internets et du clavardage a fait augmenter le nombre de questions par semaine, par soir? Tu sais, si on se Oui, déjeune un peu, puis on dit, j'ai juste à écrire ma question, est-ce qu'on a vu une augmentation parce que là, tout d'un coup, les jeunes sont moins gênés? je te mentirai pas que l'explosion pour Alloprof, ça a été la pandémie. Pandémie, ça a été Euh, l'explosion pour pas fait mal de monde. C'est énorme. En fait, c'est 550 000 élèves qu'on accompagne chaque année, 60 millions de fois, à travers les différentes ressources qui se trouvent sur le site. Fait que c'est autant, oui, pour répondre à leurs questions de façon un petit peu plus personnalisée, mais des fois aussi, ça se passe à travers un exercice qui a été fait puis que ça va les aider à bâtir leur estime d'eux-mêmes puis leur confiance pour l'examen du lendemain. Puis, fait qu'en fait, c'est ça. Maintenant, c'est rendu gros. La pandémie a fait qu'on est devenu un peu indispensable à ce moment-là. Puis, on a pu maintenir cette affluence-là depuis ce temps-là. Elia, si je te dis quelques minutes, parce que là, j'ai Ouais. dérivé un peu avec la question de l'aide aux devoirs, mais si on se dit quelques minutes, qu'est-ce que tu as le goût de nous présenter, un must, là, qu'on ne doit pas J'en ai 2, manquer? mais j'y vais On y va. rapidement. Parfait. OK. On plonge dans la zone des parents. On le voit tout en haut, c'est souligné. Il existe un article un peu semblable à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ce que j'ai surtout envie de vous proposer, c'est dans la section dossier. Donc, c'est pour accompagner les parents des élèves que vous voyez tous les jours. Et là, pourquoi je vous le montre? Parce que il existe un nouveau dossier. Et là, c'est vraiment une primeur parce que ça fait même pas quelques heures, ça fait genre 1 heure qu'il est, qui est arrivé. C'est en collaboration avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Fait que je pense que c'est tout à fait en lien avec votre thème d'aujourd'hui. Et c'est 5 séquences d'apprentissage qui ont été créées. Ça compile 57 activités qu'un parent peut faire en plus personnalisé avec leurs propres jeunes. Mais je pense que vous pourriez peut-être vous en inspirer, vous, les profs, pour
possiblement faire des petits suivis, puis assurément les proposer aux spécialistes de votre école. Et donc, c'est des beaux clés en main. C'est plusieurs activités pour chaque thématique. On pense ici à lire avec fluidité, mais il y a aussi les stratégies de lecture. Enfin, il y en a bien d'autres, mais on leur propose des petites activités et on accompagne vraiment le parent main dans la main. On lui dit exactement quoi dire à telle étape, mais bien sûr, ça va se faire assez facilement. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Pour l'instant, c'est 57 activités, mais 5 séquences d'apprentissage pour accompagner les élèves qui auraient un peu plus de difficultés en français au primaire, donc vraiment ciblé pour le primaire aussi. Autant la fluidité en lecture, reconnaître les mots, faire des liaisons, enfin, il y a plein de belles choses à découvrir. Et puis, si je veux prendre une dernière minute, je me permets la minute. Oui, allons-y. Un peu comme pour les élèves, je pense que c'est bon de savoir qu'il existe des spécialistes qui sont disponibles. Donc, il y a la section Parler à un professionnel qui existe pour les parents. Donc, les parents peuvent venir poser des questions par clavardage, nous écrire ou même nous appeler. Et là, on a nous-mêmes des orthopédagogues, des spécialistes, des psychoéducateurs qui sont là pour répondre aux questions liées au parcours scolaire de leurs jeunes. Que ce soit, je sais pas du tout quoi faire avec la routine de mon enfant, ça va pas du tout, ou il y a des troubles d'apprentissage, qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner là-dedans? Et là, il va avoir un soutien qui est complètement gratuit et qui est disponible, qui est à la disposition de tous les parents. Fait que je pense que c'est bon de le rappeler en moment de pénurie de spécialistes, je pense qu'on les cherche tous, mais il existe ce service-là et il n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Il y a vraiment moyen là, de le faire connaître davantage. Elia, ça, c'est une excellente ressource là, que tu viens de nous présenter pour les parents, mais je pense qu'il faut absolument prendre, j'ai quasiment envie de dire quelques heures, là, qu'on soit parent ou qu'on soit enseignant, pour aller fouiller dans votre site parce qu'il y a des mines d'or. Donc, je pense qu'il faut prendre ce temps-là. Et merci d'être là à tous nos webinaires, justement pour souligner les nouveautés. Merci de la nouveauté ce soir en passant. Et nous montrer le travail, l'énorme travail que vous faites pour nos jeunes et en fait, pour l'éducation en général, parce que vous visez pas mal tout le monde. Merci, Elia, pour tout ce travail. Merci pour tout. Puis c'est de la part de toute l'équipe, bien sûr. Et, Elia, est-ce que tu es là personnellement au salon d'apprentissage? Je serai là personnellement au salon de l'apprentissage. Fait que n'hésitez pas si vous avez pas ces heures-là à parcourir le site. Venez me poser vos questions. On va être plusieurs au kiosque, puis on va être en mesure de vous accompagner à travers tout ça pour vraiment cibler vos besoins. Merci beaucoup, Elia. Et puis, on se retrouve avec un membre de Allo Prof. On ne sait pas qui, parce que c'est des surprises à chaque fois. C'est vraiment génial. On commence à connaître toute l'équipe. À notre prochain webinaire au mois de mai. Merci beaucoup, Elia. Merci à vous autres. Au revoir. Bye. Donc, je reçois en dernière partie d'émission 2 orthopédagogues qui travaillent dans une école bien spéciale. Nous les retrouvons tout de suite après ceci. Bonsoir, mesdames. Oh. Bonsoir. Oh non. Oh. On vient de perdre notre amie Marie-Michel. Elle va sûrement revenir avec le lien, j'imagine. Et voilà, voilà les internets. Les internets, hein? Que c'est spécial. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, merci. Je vous laisse quelques minutes pour vous présenter. Violaine. Alors, je suis orthopédagogue à l'école Lucien Guilbeault. Ça fait 26 ans que je travaille là. Wow. J'ai toujours travaillé là, donc 15 ans comme enseignante et 11 ans comme orthopédagogue. Excellent. Marie-Michel. Je suis conseillère en innovation pédagogique au primaire à l'école Lucien Guilbeault. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai été 7 ans orthopédagogue au Centre de services de Montréal dans les écoles primaires régulières. Donc, aujourd'hui, je vais apporter la portion plus école régulière du primaire.
OK. Donc, Lucien Guilbeault, expliquez-nous quelle sorte d'école, parce que vous m'avez parlé en entrée, avant qu'on entre en ondes, vous m'avez dit, nous autres, notre école, c'est le rêve. Alors là, il y a quelqu'un qui doit m'expliquer, c'est quoi le rêve de votre école? Bien, dans le fond, premièrement, on accueille des élèves qui nous proviennent de différents centres de services scolaires dans le Grand Montréal. Donc, on est un peu une école, on pourrait dire, bout de ligne. Donc, plusieurs stratégies ont été utilisées, de moyens ont été mis en place, mais que malgré ça, les écoles ont de la difficulté à répondre à leurs besoins. Donc, ils nous les réfèrent chez nous en entente. Donc, oui. Donc, c'est des élèves qu'on appelle des multidis sévères, donc qui peuvent avoir, oui, des difficultés d'apprentissage, mais jumelées à différents troubles. Donc, ça fait que leur parcours scolaire doit être pas juste adapté, mais aussi en modification de programme pour plusieurs élèves. Est-ce que ces élèves-là, à la fin, lorsqu'ils quittent votre école, est-ce qu'ils se retrouvent avec un diplôme? Pour une majorité, non. Mais on a. À cause de la modification, c'est ça? Oui, au primaire, ça n'a pas d'impact. Donc, dans le fond, quand des élèves nous arrivent des centres de services, c'est parce qu'ils ont besoin d'un parcours spécialisé adapté. Donc, on peut les scolariser jusqu'à 21 ans, là, selon les besoins. Okay. Oui. OK. Donc, en fait, votre école, c'est un peu comme l'école Vanguard que plusieurs connaissent, évidemment. C'est une école privée subventionnée, c'est bien ça? Exact. OK. Et là, quand vous avez dit de rêve, là, pourquoi c'est de rêve? Vous êtes 60 000 orthos, psychoèdes et compagnie. Comment ça fonctionne? Disons qu'il y a une belle brochette de spécialistes. Tout se trouve à l'intérieur de notre école. On a, juste pour le primaire, on a 2 orthophonistes avec une aide au langage. On a une psychoéducatrice. On a 2 ergothérapeutes et demi. On a des accompagnatrices pédagogiques. On a des accompagnatrices fonctionnelles. Puis, on a aussi des éducateurs spécialisés, juste pour le primaire. Donc, si on veut mettre en place en orthopédagogie, là, Violaine, c'est vraiment son travail. Si on veut mettre en place disons, ce qu'on a mis en place, ce que Violaine a mis en place pour les outils techno, elle a fait appel autant à l'ergothérapeute qu'à l'orthophoniste pour aider les élèves à développer leurs habiletés pour lire un texte à l'écran et pour écrire à l'écran. Donc, on a vraiment de la chance. Et leurs bonnes habitudes d'utilisation d'un outil techno. Tout à fait. Parce que l'ergo est là aussi pour ça. Là. Je vous dirais, il y a un volet ergo beaucoup parce qu'on a plusieurs élèves qui ont des troubles développementaux de la coordination. Donc, c'est des élèves déjà à la base que juste l'outil technologique, ils ont besoin de travailler l'apprentissage du clavier, le déplacement d'une souris. Donc, les difficultés motrices ont un impact, dans le fond, dans l'apprentissage de l'outil. Oui, parce que la vitesse qui pitonne, souvent les idées vont plus vite que le pitonnage. Alors là, ça peut être frustrant puis dire comment ça, je ne peux pas aller plus vite. Mais aujourd'hui, il y a quand même la synthèse vocale qui peut être intéressante. Tout à fait. Puis même là, ça dépend des difficultés de l'élève. Mais est-ce qu'on parle de la synthèse vocale ou de la saisie vocale? La saisie vocale, oui, c'est parce que là, il y en a 60, il y a pas mal d'affaires vocaux, on s'entend là-dessus. La saisie vocale, oui, mais c'est comme je dis, ça dépend parce que là, vous avez une orthophoniste, c'est pas tous les élèves qui peuvent dire ce qu'ils veulent écrire. En tout cas, c'est tout un boulot que vous avez là. Mais on a la chance, par contre, d'avoir tous les professionnels dont on a besoin. Donc, c'est pour ça que c'est une école de rêve. Puis, c'est ça qu'on souhaiterait pour même les écoles du régulier, d'avoir une orthophoniste planchée pour accompagner l'orthopédagogue, puis pour être de concert avec une ergothérapeute, disons. Et, mettons là, tu sais, c'est une journée, 2 journées, 3 journées, bon, tout dépendant de la défavorisation de l'école. Il y a plusieurs facteurs. Mais le vrai rôle d'une orthopédagogue dans une école, qu'elle soit publique, privée, que ce soit au secondaire ou au primaire, comment on peut décrire le rôle d'une orthopédagogue? Je vous dirais dans mon cas qu'il y a quand même 2 parties. Il y a un volet qui est conseillance auprès des enseignants. D'être capable de leur suggérer des façons de faire, des méthodes de travail.
Et il y a le volet intervention auprès de l'élève qui va comprendre du dépistage, de la rééducation, puis trouver, dans le fond, les modalités les plus je dirais, avantageuses pour permettre aux enfants de se développer, d'avancer. Puis, c'est quoi, ça serait quoi les méthodes, les pratiques les plus efficaces? Est-ce qu'on sort les élèves de la classe? Est-ce que l'orthopédagogue vient en classe? On travaille en sous-groupe? Est-ce que l'ortho en prend 3-4 en même temps? Qu'est-ce qui serait l'idéal? Je vous dirais qu'il a fallu, dans le fond, qu'on développe notre propre modèle parce que, dans le fond, on reçoit des élèves qui sont les élèves niveau 3 résistants des centres de services scolaires. Donc, tous nos élèves sont des élèves niveau 3. Donc, il fallait penser une façon d'offrir du service à tous, mais évidemment, on n'est pas en mesure de le faire en rééducation, dans le bureau, en service 1 pour 1 ou 1 pour 2. Donc, moi, j'offre beaucoup de services classes. Et je me jumelle toujours dans mon service classe à l'aide à la classe qui est là, qu'on appelle, nous, l'accompagnatrice. Donc, on se retrouve avec l'enseignante qui est formée en adaptation scolaire. Donc, 3 adultes en même temps, 3 fois par semaine, ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut diviser le groupe selon les besoins qui vont avoir été ciblés. Donc, ça nous permet de faire une intervention qui se rapproche beaucoup de la rééducation, mais en contexte aussi de classe. Puis dans une école régulière, par exemple. Non, mais pas. J'ai fait la même chose. J'ai travaillé de concert avec 2 intervenantes, 2 enseignantes du primaire en 5e année. On a planifié ensemble une séquence d'inférence. On a fait un dépistage rapide. On a séparé les sous-groupes en 3 sous-groupes. À l'époque, on n'avait pas d'aide à la classe. Puis, je prenais le sous-groupe qu'on disait de niveau 3, disons les plus faibles. Ouais. Une enseignante prenait le sous-groupe 2 et l'autre enseignante. Puis, on avait fait une planification en fonction de ces 3 sous-groupes-là. Que dans les dernières années que j'enseignais, ce que je voyais le plus dans les recherches, c'est que c'était important que l'élève qui est en difficulté de niveau 2, qui ne soit pas retiré de la classe, qui vive les mêmes interventions faites en classe au primaire régulier, mais que ce soit soutenu par l'orthopédagogue. Fait que de plus en plus, je privilégiais des sous-groupes dans la classe. L'enseignante faisait son enseignement, on convenait ensemble que c'était 10-15 minutes pour profiter le plus possible de l'orthopédagogue. Ensuite, je prenais un sous-groupe dans la classe, puis je faisais le même travail que les élèves. Ça arrivait que je descendais dans mon bureau aussi pour avoir plus de calme, mais c'est ce qui reconnaissait le plus efficace. Après, il y a toujours les élèves de niveau 3, tu sais, qu'il faut quand même travailler le plus possible, mais eux, j'essayais de les prendre, disons, pour le développement de la fluidité ou pour l'orthographe ou l'intégration des outils. J'essayais de les prendre 4 à 5 fois par semaine, 30 minutes, le matin ou le midi, tout de suite après le dîner. Donc, en bon québécois, on donne un coup, là. Ben, c'est l'urgence. C'est l'urgence de Christian Boyer que vous avez nommé au départ, ouais. C'est l'urgence. Mais oui, parce que quand on retire les élèves, justement, Christian me parlait, me disait à un moment donné, quand on retire les élèves, souvent, parce que des fois, le ou la prof, ça rime pas, tu sais, il va dire, ben OK, pendant que l'élève part, puis ça, on en voit, là, pendant que l'élève part, nous, on va faire autre chose, mais pendant qu'on fait autre chose, l'élève n'est pas là. Souvent même, il faut qu'il rattrape après, ce qui fonctionne pas du tout parce qu'il est déjà en retard. C'est impossible qu'il rattrape tout court. Donc, il y a tout ce jeu-là qui est difficile, je pense, à faire, là. Mais votre plus gros, le plus gros défi, c'est pas ça un peu, peut-être dans votre école, c'est parce que les profs sont là parce qu'ils veulent bien travailler avec vous, c'est clair, j'imagine. Là. Mais dans une école régulière, par exemple, c'est pas un peu le défi, ça, d'arrimer profs, ortho et même parents à l'époque à un certain niveau, là? Bien, effectivement, tu sais, c'est un des gros obstacles souvent, mais on peut le vivre aussi dans une école d'adaptation scolaire, tout dépend des employés, mais c'est un des gros obstacles des écoles primaires parce que les gens nous font pas confiance. On arrive dans un milieu, puis c'est qui toi pour rentrer dans ma classe?
Il faut qu'on fasse nos preuves tout d'abord, puis il faut tranquillement entrer dans les classes pour pouvoir collaborer avec les enseignants. Créer un lien avec le prof. C'est primordial. Il faut qu'ils nous fassent confiance parce qu'après, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec eux dans le sens qu'on va pouvoir planifier, on va pouvoir collaborer, Oui. ils vont prendre du temps, ils vont prendre du temps pour nous parler. Ils vont voir la valeur ajoutée. Là. Oui, il faut absolument, c'est ça. Mais il y aura toujours n'importe quelle des personnalités qui fonctionneront pas. Puis, ça arrive aussi qu'un enseignant se dise, hey, s'il vient dans ma classe puis il m'observe, est-ce que, il va me trouver poche, tu sais. Donc, nous, on n'est vraiment pas là pour ça. Sauf si l'enseignant est complètement En dehors d'un track, il faut le dire, là, on comprend. Là. Ben, on l'a vu dernièrement dans les médias, on n'a pas le choix maintenant. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment, on est là pour l'élève. Vraiment. Donc, pour faire du co-enseignement, faire de l'entre-observation, on est là pour observer l'élève, l'accompagner. Donc, on est vraiment là pour l'élève. Les parents à votre école, ils doivent capoter, voir le nombre de services, tous les services que vous avez, la relation que vous avez entre vous. Ils doivent, Violaine, ça doit être c'est l'apothéose pour des parents qui arrivent chez vous? Oui, en partie, mais je vous dirais, ce qui revient le plus souvent, c'est que enfin mon enfant s'en vient à l'école, puis il est heureux, puis il est content d'être là. Il vient pas à reculons, il n'y a plus de crise le matin. C'est des enfants qu'on prend comme ils sont, puis qu'on essaie de faire avancer du mieux qu'ils peuvent. Là. Donc oui, puis en même temps, les parents, il faut qu'ils s'habituent. Il faut aussi, comparativement au régulier, quand ils arrivent chez nous, ben, nous, l'ensemble des élèves sont en difficulté. Donc, leur enfant est pas différent d'un autre. Donc, pour nous, ça fait partie, c'est comme notre clientèle, mais eux sont habitués des fois à avoir, à ce que leur enfant soit le différent de la classe. Ouais. Donc, c'est complètement une nouvelle façon de penser. Puis nous, on les accompagne dans ce cheminement-là là, pour les aider à mieux comprendre les difficultés, puis de les aider aussi à aider leur enfant. À la fin du parcours de l'élève, quand vous voyez un élève arriver là, avec des difficultés, là, on n'en nommera pas, mais supposons, là, bon, dyslexie, tous les 10 possibles, là, votre ultime objectif dans le temps qui est chez vous, c'est quoi? Dans le fond, c'est comme si l'élève arrivait avec un sac à dos, puis nous, on essaie de le remplir d'outils qui vont être en mesure d'utiliser de la meilleure façon qui soit, puis qui devienne autonome, puis de le développer au final au meilleur des capacités qu'il a, parce que ça reste que nos élèves ont des limites, puis nous, on doit les voir, ces limites-là, puis essayer de le faire évoluer au maximum selon son profil. C'est vraiment ce qu'on vise. Donc, oui. C'est que j'ai travaillé 5 ans aussi au secondaire de Lucien Guilbeault. J'étais titulaire avant de devenir conseillère en innovation, puis je l'ai vu, on veut vraiment qu'il devienne un citoyen impliqué dans son avenir à lui, dans sa vie à lui et dans la société. Puis comme on sait qu'il n'y aura pas de métier typique, traditionnel, puis que, mettons que son premier choix ne sera pas pris soccer, joueur de soccer ou youtubeur, ça ne sera pas pris, mais on tente de développer le plus possible ses forces, sa connaissance de l'humain, de comprendre la vie scolaire, de comprendre la vie du travail. Puis on leur fait faire plein de stages à partir du secondaire à l'interne, puis à l'externe. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, pour qu'ils puissent ensuite choisir un métier. Parce qu'on le sait que s'ils restent à notre école, c'est maximum un secondaire 2. S'ils réussissent un secondaire 3, on les envoie dans une autre école. D'ailleurs, Vanguard, c'est une de nos écoles avec lesquelles on collabore. OK, c'est pas le plan B, en fait, c'est l'autre étape. C'est l'autre étape, exact. Si on voit qu'il y a un potentiel de finir son secondaire, on les envoie là-bas. On fait des demandes, mais on essaie de les envoyer. OK. Et là, vous avez dit que c'était jusqu'à 21 ans. Est-ce qu'il y a un trou noir après 21 ans? Parce que, tu sais, vous savez, les élèves, on dit que les élèves, mettons, TSA, à 18 ans, sont sur une liste pour avoir un psychologue. Tu sais, c'est comme d'où l'ouverture des maisons
Martin Matt et compagnie, là, Véro et compagnie, écoute, on va les aider parce qu'à 18 ans, il y a un trou noir. Donc, est-ce que vous, à 21, c'est désolé, mon grand ou ma grande, ben, vous ne dites pas ça comme ça, évidemment, c'est pas ça, mais il vient un moment donné que c'est fatal, le mur arrive. Merci, bonne fin de journée. Qu'est-ce qui se passe après? Bien, je pense que on essaie de les accompagner au mieux, là. Il y a des élèves qui sont rendus des adultes aujourd'hui, ils reviennent encore nous voir pour nous remercier. Moi, j'ai encore des liens avec certains élèves qui aujourd'hui sont parents, qui me demandent des conseils pour leur enfant. Oh, donc, c'est pas merci, bonsoir, c'est qu'ils vont essayer de nous retrouver d'une autre manière, puis ils viennent rendre visite, puis je pense qu'on essaie de les accompagner. On veut qu'ils quittent Lucien Guilbeault, mais avec un projet de vie. C'est vraiment ce qu'on vise auprès des élèves. Puis quand ils rentrent petits, c'est la même chose qu'on dit aux parents. Ce qu'on veut offrir, c'est un projet de vie. Donc, on va le réévaluer au fur et à mesure, dans le fond, selon comment l'élève change, comment l'élève évolue. Puis, on va faire le plan de match en fonction de ce qu'il devient. Est-ce que les parents, parce que sont quand même au secondaire, au régulier, par exemple, les parents décrochent un peu, ils disent, écoute, là, tu es au secondaire, mon grand, ma grande, let's go, vas-y, tu es capable. Bon, il y a certains encadrements, là, mais beaucoup moins qu'au primaire. Chez vous, est-ce que les parents, parce que je veux arriver à ma ligne, là, c'est plan d'intervention après. C'est que ça s'en va par là, là. Mais est-ce que les parents font un peu comme les parents du régulier, c'est-à-dire là, il est en bonne main, je peux prendre un break parce que les parents aussi, ils en ont arraché pendant le primaire et le début du secondaire de ces enfants-là, avant qu'ils soient chez vous. Est-ce qu'ils soufflent un peu plus? Est-ce qu'ils s'impliquent autant? Sinon plus? Qu'est-ce qui se passe avec eux? En fait, on les lâche pas. OK. Ils n'ont pas le temps de partir. À Lucien Guilbeault, au primaire, on ne donne pas de devoirs. Rendu au secondaire, on donne un petit devoir, mais on sait que les élèves sont déjà extrêmement fatigués dû à toutes leurs troubles d'apprentissage, puis les intervenants qui tournent autour d'eux. On leur donne quand même un devoir, donc on demande aux parents quand même de s'impliquer dans le devoir parce qu'on sait que l'élève en a besoin. Je travaillais avec une clientèle qui ne savait toujours pas lire ou écrire, ou tu sais, peu. On avait fait une soirée de parents pour que les parents apprennent à lire avec son enfant du secondaire. Donc, une soirée où est-ce qu'on a invité les parents. Mon orthophoniste a appelé chaque parent pour qu'ils viennent, puis pour qu'on coach le parent à lire avec l'élève. Il y avait beaucoup de monde. Oh, tous les parents sont venus de la classe grâce à mon orthophoniste qui rappelait, c'est vraiment... Donc, non, on les lâche pas. Ma direction du secondaire, elle disait... les élèves qui réussissent le mieux, qui ont le meilleur parcours, sont ceux dont les parents s'impliquent le plus. Peu importe la classe sociale du parent, peu importe les études du parent, si le parent s'implique dans la vie scolaire de l'enfant, il va bien s'en sortir. Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est que depuis 2 ans, on demande aux parents d'ajouter un moyen dans les objectifs des enfants dans le plan d'intervention au secondaire pour qu'il se passe quelque chose à la maison aussi. Donc, est-ce qu'on donne un break aux parents? Non. Parce que, de toute façon, c'est un enfant qui aura des besoins toute sa vie. Okay. Ils le savent. Oui. Ben, et quand tu disais que même, on ne parle pas de classe sociale, on parle de rien, là, quand le parent démontre l'importance de l'école, oui. on voit un lien puis des changements à long terme. Là. Effectivement. Je suis sûre que même Violaine peut en témoigner. Là. Tout à fait. C'est vraiment ça. Les filles, les plans d'intervention. Non, mais 30 secondes, moi, ce que j'ai déjà vu, là, puis c'est pas dans cette école ici, là, mais ce que j'ai déjà vu dans une autre école, j'avais comme 8 plans d'intervention sur une vingtaine d'élèves, et je commence à éplucher ça, et les 8 élèves devaient être devant la classe, près du tableau et près du prof. Là, j'ai les enligne un par-dessus l'autre, puis chacun change selon. Là, je fais comme... Je trouve que parfois... Je ne sais pas s'il faut que je dise ça, mais je trouve que parfois, ça ne peut pas fonctionner. Là, puis c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas regardé les plans d'intervention. On va les mettre dans ma classe en disant, écoute,
ce point-là, on ne pourra plus le mettre, là, ils ne peuvent pas être les 8 un par-dessus l'autre, proche du tableau, sinon ça ne marche pas. Mais c'est pas toujours évident l'élaboration d'un plan d'intervention. Je vous dirais qu'en plus, chez nous, les 168 élèves du primaire ont obligatoirement un plan d'intervention. Et S'ils sont chez vous, j'imagine qu'ils devaient en avoir oui, un. tout à fait. Puis en plus, c'est que la plupart sont en modification de programme. Donc, il faut tout mettre les différents moyens puis qu'on puisse les inscrire au plan d'intervention. Donc, la façon la plus efficace qu'on a trouvée, dans le fond, c'est qu'au mois de septembre, on a une grande phase où on observe les élèves, où on va en dépistage, autant orthopédagogue, ergothérapeute, orthophoniste, qui va aller observer, les TES aussi vont aller observer. Et suite à ça, chaque groupe du primaire a une journée pédagogique flottante où toute l'équipe qui va travailler avec chaque groupe va s'asseoir puis va discuter des besoins des élèves, de leurs forces, quels sont les leviers, puis établir les besoins prioritaires. Donc, suite à ça, en professionnel aussi, on est capable d'orienter un plan d'action pour chacun des élèves de son groupe. Donc, ça, c'est fait avec l'équipe pour chaque groupe. Donc, à ce moment-là, on élabore le début des plans d'intervention qui sont finalisés au mois d'octobre, à peu près, novembre. Et il y a une rencontre aussi avec les parents pour voir quelles sont, eux, leurs demandes par rapport à tout ça. C'est quoi leur objectif, leurs attentes. Exactement. Mais ça prend souvent une forme d'une discussion, d'un échange. On leur présente ce que nous, on voit comme objectif pour leur enfant. Puis souvent, c'est qu'ils viennent juste nous appuyer dans ce qu'on a remarqué, dans ce qu'on voit, pour permettre leur enfant d'évoluer. Combien il y a d'élèves par classe chez vous? Ça varie en 10 et 14. 10 chez des classes de plus jeunes, puis après ça varie pour la majorité entre 13 et 14 élèves. Parce que c'est assez intense parfois l'élaboration d'un plan d'intervention, parce que ce qui est écrit dedans est obligatoire, donc on doit le faire en tant que prof. J'ai déjà vu aussi dans une école, en fait, c'est une de mes collègues dans une autre école qui me disait j'ai une élève, il fallait que c'était écrit rétroaction immédiate. Là, on se parlait, j'ai fait qu'est-ce que ça veut dire rétroaction immédiate? Du moment qu'elle fait quelque chose, il faut que je fasse un pouce dans les airs avec mes 18 autres élèves. Comment je fais ça, moi? Je veux dire, ça. Là, on jasait de ça, que des fois, ça ne peut pas fonctionner. Là. Je veux dire, le besoin est là pour l'élève. Évidemment que il faut que l'élève sache le plus vite possible si ça va ou ça ne va pas. Il est tout dans le champ où on va avoir un petit pouce. Mais de temps en temps, c'est demandant pour les profs quand même. Je veux dire, tout est possible dans la vie. On s'entend là-dessus, là. Mais je trouve que parfois, dans le plan, moi, j'avais ma collègue l'année passée, je pense qu'elle avait sur 18 élèves, je pense qu'elle avait la moitié de sa classe, sinon plus, en plan d'intervention dans une classe dite régulière. C'est là que c'est plus compliqué. Vas-y. Ben, c'est plus compliqué. Nous, on a quand même, je dirais, oui, on a une clientèle en difficulté, sauf que le fait d'avoir un groupe complet avec l'enseignante, on établit un plan de match pour le groupe. Ça fait une grosse différence du sens que ces méthodes d'enseignement, ces approches, déjà à la base, va répondre à la majorité. Donc oui, on en a des rétroactions immédiates, des menus, mais il y a un gros pourcentage de ces moyens-là qui sont appliqués à tous. Ce qui est différent, dans le fond, dans une classe régulière. Est-ce que je recommence. Vos élèves sont placés dans les classes selon leurs difficultés? Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire ça? Est-ce que, par exemple, on va avoir plus de difficultés en français dans une classe et... Bien, dans le fond, ce qu'on fait, on va regarder l'âge en partie, niveau âge, mais il va avoir aussi... parce que un élève qui nous arrive à 9 ans peut avoir des compétences qui s'apparentent à un élève de première année. Donc, on va regarder un peu son profil cognitif, comme ses capacités scolaires aussi, son niveau, puis on va essayer de faire un groupe qui va être relativement homogène, mais ça reste que c'est du multiniveau, là. Il peut y avoir 2 à 3 niveaux scolaires différents dans le même groupe, là. C'est toute une job, ça?
Mais c'est pour ça qu'on est une équipe. Mais si on revient au plan d'intervention du primaire, du régulier, tu sais, je pense à ça. Moi, les orthopédagogues des écoles, en général, s'occupent des plans d'intervention. J'ai eu une école où est-ce que j'étais accompagnée de la direction, que la direction prenait le lead. Une autre école où est-ce que c'est moi qui prenais le lead. Mais à chaque fois, je m'arrêtais. Mettons qu'on mettait justement rétroaction immédiate, je me tournais vers le proche puis je disais, imagine-le, penses-tu que c'est réaliste? Tu sais, quand on faisait les plans d'intervention, l'enseignante était présente, j'étais présente, puis on réfléchissait à est-ce que c'est réaliste? Disons qu'on dit qu'il va. Mais ça, c'est la question qui tue, là. Ça, c'est la question qui tue. Est-ce que c'est réaliste? Toujours. Oui, je le demandais toujours, puis s'il disait, tu sais, au départ, il disait, OK, on le met. Puis là, je disais, oui, mais est-ce que c'est réaliste? Puis là, il faisait, ben, je pense pas. Ben, on le met pas. On va pas, tu sais, on va pas s'ajouter quelque chose, une tâche lourde qu'on se dit qu'on va le faire, puis on le fera pas. Tu sais, donc, c'est vraiment important de cibler le bon objectif, puis quelque chose de petit, de réaliste, mais tu sais, du smart, on le sait, mais de se dire comme, OK, ben, on réévalue dans 6 semaines, puis il faut que ce soit presque atteint ou à moitié atteint. Tu sais, en adapte, c'est autre chose, mais au régulier, il faut vraiment voir les petits pas. Ben, il va consolider tel 500 en 8 semaines. Il va développer, être capable d'écrire le premier mot, le premier son de chaque syllabe avec son nouvel outil. T'sais, donc, c'est vraiment important de réduire puis de s'assurer que c'est réaliste. C'est ça qui est la différence. Puis il faut prendre le temps de discuter. Fait que quand on fait des plans d'intervention, c'est pas on prend les 30 minutes pour les 6 plans d'intervention. Non, on prend le temps. Il faut se revoir pour ça. C'est important. Ce que je faisais aussi pour mes profs, je m'excuse, je parle beaucoup. Mais ce que je faisais aussi pour mes profs, puisque c'était pas une classe complète d'élèves avec un pays, je créais des tableaux. Une fois qu'on avait fait ça, les plans d'intervention, je créais des tableaux dans lesquels les moyens étaient mis en place. Dans le fond, tu sais, si on disait que tel élève a droit à la synthèse vocale en lecture, il a le droit à la saisie vocale en lecture, mais je cochais les moyens. Puis la prof, ce qu'elle avait à faire après, c'est quand elle était en lecture, mais elle regardait sa feuille, elle disait, OK, toi, t'es bien placé, toi, t'es là, OK, t'as toutes tes coquilles. Puis j'avais un tableau de rappel rapide pour que le prof puisse continuer de penser aux moyens. Parce que c'est vrai qu'un plan d'intervention, si on l'a pas tout le temps d'en faire, on va oublier nos moyens. Puis, oui, continue. Ben, il faut se donner les moyens pour réussir à repenser à ce qu'on doit mettre en place puis à comment aider l'élève. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que ça joue sur l'estime de soi du prof. Oui. Quand le plan d'intervention, je veux dire, quand on a des objectifs puis qu'on a des moyens, puis qu'à un moment donné, à la fin de la journée, on dit des gros mots qui commencent par F puis qui finissent par HOC, puis on fait comme, je l'ai oublié, cette patente-là. Moi, dans ma classe, c'est surtout des aides techno qu'on utilise avec WorkQ, par exemple, Lexibar et compagnie. La première chose que j'essaie de faire, c'est qu'il faut que les élèves deviennent autonomes le plus rapidement possible avec leur techno. Donc, moi, je leur dis, l'ordi est là. Dès que je dis qu'on écrit, ça, c'est au début, parce que de temps en temps, c'est bon aussi d'écrire à la main. Ils sont capables là, de le faire, il faut qu'ils le fassent aussi. Mais je leur dis, dès que je dis, mettons, dictée, écriture, patente, go, là, il faut qu'il y ait le réflexe de se lever et de se préparer. Puis moi, je leur dis, on travaille avec Word en ligne, nous autres. Donc, moi, je dis, tu ouvres ton Word en ligne et tu me le partages à modifier tout de suite. Et je vous le dis, mettons au mois d'août, septembre, je dirais que début octobre, là, je vois les dossiers arriver, là, dans les fichiers arriver dans mon ordi, là, parce que tel a partagé tel document. Ils ont déjà écrit le titre comme il faut pour que je me souvienne c'est qu'est-ce qu'ils ont fait puis qui l'a fait. Là, on a quelque chose d'intéressant et on peut passer à d'autres objectifs quand ça, c'est fait. Parce que moi, rappeler, ben là, où est-ce que tu vas déjà? Oui, c'est lui en bas. Parfait. Tu cliques 2 fois. Mais là, ça peut être long et pathétique. Là. Mais vous je parle du régulier, évidemment, mais dans votre cas, c'est votre vie, là. Exactement. Donc, c'est tout un apprentissage. Il faut qu'ils deviennent autonomes, parce qu'il y en a qui sont capables de le faire. Oui, mais avec beaucoup de répétitions. C'est pour ça que pour nous, les outils techno, on n'attend pas nécessairement que ce soit une urgence.
Donc, nos plus jeunes vont commencer à être familiarisés à la manipulation de la souris, à ouvrir un ordi, à se connecter à Classroom parce que leurs leçons sont sur Classroom. Donc, oui. Écrire une adresse, être capable de taper un mot de passe, apprendre le vocabulaire. Il est où, là, commercial? Et voilà! Donc, tout ça, on l'apprend aux plus jeunes, même s'ils ne sont pas encore rendus à travailler, soit avec Lexibar ou WordQ, peu importe, mais c'est tout gradué pour qu'après ça, on puisse, quand ils sont rendus quand même assez habiles, puis que l'urgence est plus là, ils sont déjà habiles, ils sont déjà prêts à utiliser un ordinateur. C'est vraiment le rôle de l'orthopédagogue de rendre les élèves autonomes. T'sais. Donc, vous parlez dans votre classe que les élèves, ils doivent être autonomes, mais moi, je vois vraiment l'orthopédagogue rentrer les 10 premières minutes de vos séances d'écriture, dire « Hey, je fais de l'écriture là, tu peux te tenir 10 minutes pour aider mes élèves telle journée. » Puis, tu sais, l'orthopédagogue est là pour aider l'élève à devenir autonome. Elle repart, elle va faire ses affaires. Tu sais, en début d'année, là, août, septembre. Oh, oui. Puis c'est vraiment le son rush rôle. du début, là. Au régulier, tu sais, puisque au début ou septembre, l'orthopédagogue n'a pas d'horaire fixe, ben, elle est là justement pour donner un coup de main comme aux enseignants pour aider les élèves à devenir plus autonomes. Dans le cas de notre école, ben, je suis encore en train de faire de l'initiation aux outils techno avec les élèves les plus jeunes, tu sais, puis on est au mois de mars, avril. Est-ce que vos élèves, c'est pas mal notre dernière question, est-ce que vos élèves arrivent à la bas comme je te pousse? Vous vous levez un matin puis il y a 2-3 élèves qui viennent de se joindre à vous? Non. OK, c'est une année régulière, on fait des inscriptions et tout, donc OK, donc il n'y a pas de surprise un matin, vous arrivez, il y en a 3 nouveaux, là? Non, ça peut arriver qu'il y en a un dans l'école s'il y a une place qui se libère puis un centre de service a besoin de placer un élève. Là. Mais c'est très rare. On fait une année normale, comme on dit, là, du mois d'août au mois de juin. Hey, merci, mesdames. Je vais, avant de quitter, je veux juste présenter une vidéo, puis je vais vous faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. J'imagine que vous connaissez déjà. Attendez, si je peux. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie, je suis pédagogue à l'Institut. Aujourd'hui, je peux vous partager la bonne nouvelle et vous faire découvrir l'espace prof, qui est un espace entièrement dédié pour vous qui notre élève depuis le mois de septembre. Donc, dans cet espace prof-là, vous allez trouver plein de dossiers thématiques, des dossiers thématiques portant sur les pratiques. Donc, qu'on peut mettre en place en classe pour soutenir la réussite de tous nos élèves. Donc, vous allez voir, là, par exemple, ici, le dossier thématique sur la lecture au primaire. On a des capsules vidéo, des articles, des guides pratiques téléchargeables, des documents, des formulaires. Il y a plein de sujets vraiment intéressants qui sont abordés, les tests de lecteur, les tests de lecture. On a comment bien lire un album et choisir les bons dispositifs à utiliser pour la lecture d'albums en classe avec des collaborateurs super intéressants. Et on a la même chose pour les enseignants du secondaire aussi, donc c'est intéressant. Et on a un dossier thématique sur l'écriture aussi, là, que vous avez probablement vu passer sur nos réseaux sociaux. Donc, on aborde les ateliers d'écriture, les régularités orthographiques, des pratiques comme la dictée zéro faute et la cognitive. Puis au secondaire aussi, donc c'est tous des articles qui sont vraiment adaptés là, au public secondaire. Donc, on est vraiment allé chercher des collaborateurs, puis des thématiques, des sujets. On se collait à la réalité qui est vécue en classe, tant au primaire ou au secondaire, toujours basé sur la recherche évidemment. On a des dossiers thématiques sur les défis d'apprentissage, plein de ressources pour les parents. Donc, c'est vraiment une mine d'or. Allez jeter un petit coup d'œil. Il y a des capsules vidéo pour les parents, comment comprendre la note de leur enfant en écriture, même si les notes, on le sait que c'est secondaire, mais c'est important de comprendre les forces et les défis de leur enfant, notamment un livret qui est souvent broché sur la copie. On a aussi des vidéos pour les parents, comment bien lire un album à son enfant à la maison et beaucoup plus. Donc voilà, on a plein de belles surprises à venir pour vous dans cet espace de prof-là dans les prochains mois. Donc à chaque mois, vous allez avoir un dossier thématique qui va être ajouté. Puis si vous voulez vraiment rien manquer sur nos belles thématiques qui s'en viennent, on vous encourage à vous abonner à notre infolette. Bonjour les profs. Voilà. Je pensais pas que la vidéo allait passer aussi rapidement. Donc, évidemment, c'est l'espace prof de l'Institut du trouble d'apprentissage. Vous connaissez, j'imagine, vous travaillez avec eux main dans la main. J'imagine que vous devez leur parler de temps en temps. On assiste à certaines conférences. Et puis, on invite aussi beaucoup les parents
à s'informer au niveau à l'Institut TA. Encore une fois, toutes les ressources qui sont sur le site de l'ITA sont gratuites. Donc, allez faire un tour, que vous soyez prof, parents, allez faire un tour, c'est vraiment génial. Mesdames, écoutez, quel webinaire sur l'orthopédagogie. Vous avez démystifié l'orthopédagogie dans les écoles. Vous faites un travail extraordinaire. Continuez votre super job. Merci, merci, merci. Ne quittez pas, parce que je vais vous dire un petit merci avant de partir, si ça ne vous dérange pas. Donc, voilà. Et puis, mais là, je vais vous faire quitter. Je vais vous mettre en arrière-plan, si ça ne vous dérange pas, pour le mot de la fin. Alors, à tantôt. Alors, vous avez vu Violaine et Marie-Michel qui travaillent à l'école Lucien Guilbeault. Les orthopédagogues sont nécessaires, essentiels dans notre travail. Ce n'est pas toujours évident de travailler ensemble. C'est pas toujours évident de travailler avec des gens tout court. On s'entend là-dessus. C'est l'être humain, on s'entend. Donc, on lâche pas. Et puis, n'oubliez pas, la gang, si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur l'orthopédagogie, sur les différents services, le salon d'éducation le 12 et le 13 avril au Palais des Congrès de Montréal. L'entrée, elle est gratuite. Si vous voulez voir les conférences, je reviens sur les conférences que je donne. Donc, s'il y a des parents qui sont en 4, 5, 6e année que vous connaissez, je fais une conférence le dimanche, on va parler du passage du primaire au secondaire, et pour les profs le samedi en fin d'après-midi. Donc, passez la journée au salon et finissez cette journée-là avec moi. Donc, c'est à 16h, je pense, la conférence. Comment ne pas décrocher de la profession? Donc, ça s'adresse évidemment aux profs. Alors, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié et partagez cette vidéo-là sur vos réseaux. On se retrouve dans un mois, donc début mai, avec d'autres sujets super intéressants pour vous. Alors, à la prochaine. Bye bye.